Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio TDH et une session un petit peu particulière, puisqu'ici on va lancer la deuxième conférence. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Sébastien Hague qui va nous parler d'une thématique peu connue au final, à mon sens, déjà parce que moi-même, j'y connais pas grand-chose, mais qui semble extrêmement intéressante dans le cadre du TDAH. On va parler de tachypsychie. Alors, un terme absolument barbare pour expliquer un petit peu cette idée de pensée rapide qu'on peut retrouver chez certains patients. Alors, Sébastien Hague, il est psychologue spécialisé en neuropsychologie. Il va se présenter lui-même de manière plus approfondie juste après. Et il va nous parler donc de la définition de la tachypsychie, de voir la place que cette particularité a dans la santé mentale, mais aussi le lien avec le TDAH, le lien qu'on peut faire dans le cadre du TDAH, les ressemblances, les différences qu'on va retrouver, et également l'accompagnement des patients présentant ce type de particularité. Donc, bonjour Sébastien, un tout grand merci d'être parmi nous. Et sans plus attendre, je te laisse la parole pour justement nous parler de tout ça. Bonjour Sébastien et merci beaucoup de me donner la chance un peu de parler de cette thématique. Donc effectivement, la tachypsychie, c'est un terme un petit peu barbare, donc on va prendre le temps d'aborder et puis d'aborder un petit peu le contrôle, les difficultés de contrôle de la pensée sous différents angles pour rendre les choses les plus accessibles possibles. Hop là, je vais lancer donc le partage d'écran et normalement c'est bon. C'est parfait. Eh ben, c'est parfait. Alors, hop, voilà. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sébastien Hack, je travaille en Franche-Comté à Besançon, aussi bien au CHU qu'en maison de santé. Et donc, bah, là, j'ai le grand plaisir aussi d'intervenir pour Radio TDH, donc justement sur cette thématique globale du contrôle de la pensée avec deux aspects, donc la tachypsychie dont on a parlé, sur laquelle on va revenir en détail, et puis un autre aspect qu'on a aussi, qui est le mind wandering, et qui est quelque chose qui est assez proche en fait de la tachypsychie. Il y a quelques petites différences, mais on va en parler justement. Alors, je voudrais revenir quand même avant toute chose sur quelques rappels qui sont importants concernant le TDAH. Donc, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement qui a été décrit initialement dans les livres de médecine en 1775 par Weikart, qui était allemand. Donc ça, c'est une donnée que vous pouvez trouver dans la Déclaration internationale du consensus sur le TDAH. Ça, c'est une information que je reprends et que je donne systématiquement parce que rien qu'en ayant cette information 1775, il y a tellement d'idées reçues sur le TDAH qui disparaissent, les écrans, la mauvaise éducation, les pesticides, le sucre, etc. Rien que ça, c'est quand même une donnée qui est importante. Je vais revenir aussi sur les critères un peu de diagnostic du TDAH parce que ça va nous aider en fait à comprendre l'aspect justement contrôle de la pensée, difficulté de contrôle de la pensée dans le TDAH. Donc on rappelle, c'est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité impulsivité qui va interférer, qui va gêner au quotidien, qui va impacter le fonctionnement. C'est pas mon enfant a un TDAH, il n'y a aucun problème, tout se passe bien. Dans ce cas, c'est pas un TDAH. Ce critère de retentissement, il va être important. Les symptômes étaient présents avant l'âge de 12 ans. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît à l'adolescence ou à l'âge adulte. Les symptômes sont présents dans deux situations ou plus, impactent, interfèrent avec le fonctionnement social, scolaire ou professionnel et ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental. Et ça va être aussi un élément qui va être important. Donc, les symptômes d'inattention, je passe très très rapidement. Donc, il en faut au moins 6 chez l'enfant, 5 chez l'adulte. Donc, ne parvient pas à prêter attention aux détails, des erreurs d'étourderie, du mal à maintenir la concentration dans les activités, n'écoute pas ou donne l'impression de ne pas écouter quand on lui parle, n'arrive pas à suivre les consignes, à mener à terme les activités, du mal à s'organiser, évite les tâches nécessitant un effort mental, perd souvent ses objets, se laisse fréquemment distraire par les stimuli externes, dans cette distractibilité, et a des oublis fréquents en vie quotidienne. Ça aussi, je les détaille parce que ça va être intéressant à observer sous l'angle contrôle de la pensée. Sur les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité, donc là toujours, 6 symptômes pendant au moins 6 mois, avec un impact sur les activités, remue les mains, les pieds, se tortille sur le siège, ce que je suis en train de faire, se lève en classe quand il doit rester assis, court, grimpe partout, du mal à se tenir tranquille dans les jeux et les activités, et souvent sur la brèche, monter sur ressort,
parle trop, les moulins à parole, laisse échapper une réponse avant que la question soit totalement posée, du mal à attendre son tour et interrompt les autres. Donc voilà un petit peu les critères actuels. Donc c'est les critères du DSM-5 qui sont sortis enfin qui est sorti en 2013 et qui a été révisé très récemment. Mais il faut bien savoir qu'il y a certaines manifestations qui sont très fréquemment décrites dans le TDAH. La littérature décrit comme étant quelque chose de très fréquemment présent dans le TDAH, mais qui ne font pas partie des critères diagnostiques. Et parmi ces éléments-là, le principal, c'est la dysrégulation émotionnelle. Donc, c'est pas parce que on peut avoir des manifestations fréquentes dans le TDAH, mais qui ne sont pas un critère diagnostique, qu'elles n'existent pas. Donc ça, c'est un critère qui va être important. La dysrégulation émotionnelle est quelque chose de très fréquent dans le TDAH. Eh ben, l'idée, c'est de se dire, mais est-ce qu'on n'a pas aussi des manifestations du TDAH qui pourraient évoquer un trouble du contrôle de la pensée? Et si on reprend certains des critères, certains des symptômes du TDAH, il y a certains éléments qui peuvent effectivement évoquer une difficulté à contrôler ses pensées. La difficulté à soutenir son attention dans le travail, dans les jeux. La difficulté à se conformer à ses consignes. On va revenir dessus quand on va parler justement de la négligence du but, du mal à s'organiser dans ses travaux, ses activités, la distractibilité par les stimuli et le fait de parler trop. La tachypsychie, la pensée rapide, on va revenir dessus. Je parle, je parle en enchaînant mes idées. Et cet élément un petit peu de à quel point, au-delà du contrôle des pensées, à quel point ce symptôme de trouble du contrôle des pensées n'est pas systématiquement pris en compte. On parle dans le TDAH de trouble du contrôle attentionnel, du trouble de contrôle de l'impulsivité, du trouble du contrôle des émotions, mais on parle assez peu en fait du trouble des contrôles des pensées. Et pourtant, c'est quelque chose sur lesquels on a de la littérature scientifique. Et en particulier, quand je vous ai mis les petites références sur le côté, qui sont pas exhaustives, mais on a des éléments de tachypsychie chez les patients qui ont un TDAH, et ça, c'est vraiment quelque chose de la littérature, c'est un symptôme qu'on néglige et qui va souvent être associé, on va revenir dessus, aux difficultés de régulation de l'humeur, de régulation des émotions et aux éléments de troubles du sommeil. Ça aussi, c'est des choses qu'on a très souvent chez les patients. Pour se coucher, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai des pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent et j'arrive pas à les arrêter et ça m'empêche de dormir. On va revenir dessus. Et ces éléments-là, en fait, on va les décrire sous deux angles principaux qui vont être le mind wandering, on va commencer par celui-là, et la tachypsychie. Mais c'est deux symptômes qui se ressemblent assez. Donc le mind wandering, c'est littéralement l'errance de la pensée. On laisse errer nos pensées un petit peu, qui vont s'enchaîner un peu dans toutes les directions. C'est pas forcément très très rapide, mais ça c'est quelque chose qu'on a tous au quotidien. Et fondamentalement, c'est pas un problème tant que ça ne pose pas problème. Et c'est là que ça va être intéressant à l'intégrer dans le TDAH où on a un retentissement. Et le mind wandering, cette errance de la pensée, il va avoir un lien très important avec les difficultés de l'attention et avec la négligence du but de la tâche. Et ça, c'est des choses qu'on observe dans le TDAH, cette tendance à perdre de vue notre objectif parce que nos pensées sont un petit peu errantes. Et puis aussi avec cette tendance à la procrastination. Ah, je ferai demain parce qu'en fait, c'est qu'on a du mal à se redire, oui, mais pourquoi est-ce que je fais telle activité? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je révise mes cours? Parce que mon objectif, c'est d'avoir mon diplôme. Et cette négligence du but de la tâche, c'est quelque chose qu'on n'a pas aussi observé dans le TDAH. Pas que, mais aussi en TDAH. Et les études nous montrent que ce mind wandering, cette errance des pensées, va être fortement associé au TDAH et, comme je l'ai dit juste avant, va être souvent associé, ces problèmes de contrôle des pensées vont être associés aux difficultés de régulation des émotions. On va observer une labilité émotionnelle qui va accentuer la symptomatologie du TDAH, la sévérité de la symptomatologie du TDAH. Et ce mind wandering va impacter également la qualité du sommeil. Et on sait que quand on a un sommeil de mauvaise qualité, on va aussi avoir davantage de symptomatologie du TDAH. On revient sur les recommandations d'hygiène de vie dans le TDAH, dans lequel le sommeil a une importance extrêmement importante. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce mind wandering, il est fortement associé au TDAH, mais il est encore plus fortement associé à un autre trouble qu'on appelle le rythme cognitif lent, maintenant syndrome du désengagement attentionnel ou syndrome du désengagement cognitif, anciennement sluggish cognitive tempo, le nom est en train de changer, où on a une association encore plus importante avec le mind wandering, l'errance de la pensée. Et les études sont extrêmement claires. Il va falloir vraiment beaucoup plus étudier ces symptômes-là pour bien comprendre ces fonctionnements particuliers
en particulier donc le rythme cognitif lent, mais aussi le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là, je parle du rythme cognitif lent, on va revenir dessus juste après, vous allez comprendre pourquoi. Dans le TDAH, contrairement à ce qu'on va avoir chez les patients non TDAH, le mind wandering, il serait surtout spontané et involontaire. C'est-à-dire que on le fait tous, hein, du mind wandering, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et tout à fait normal. J'ai du temps, hein, je vais laisser mes pensées, regarder un petit peu les nuages et je passe des moments agréables comme ça. Mais c'est quelque chose sur lequel on a un contrôle. Dans le TDAH, ce mind wandering, il va être beaucoup plus spontané et il va être beaucoup moins contrôlé, beaucoup plus involontaire. Et il va être en lien avec des difficultés pour mettre en place des stratégies de contrôle de la pensée. Et là, quand on parle du TDAH, bah, cette difficulté à mettre en place des stratégies, c'est quelque chose qu'on va observer pour l'organisation du travail, pour l'organisation scolaire, etc., etc. Le problème, c'est qu'on a dans ce domaine-là peu d'études sur le sujet, alors que les chercheurs soulignent bien c'est un sujet d'intérêt sur lequel il faudrait qu'on se penche beaucoup plus. Pour la tachypsychie, donc tachypsychie littéralement pensée rapide, hein, ça va être là aussi une errance de la pensée, mais qui va être caractérisée par une accélération des pensées, des idées excessives qui vont tourner, 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 se succéder, des choses qu'on a par exemple qu'on a du mal à s'endormir, avec un effet de surexcitation des pensées. C'est vraiment ah j'enchaîne ça, j'enchaîne ça, j'enchaîne ça, j'enchaîne ça, oui, on freine un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquemment rapporté dans le TDAH, mais pas seulement. La tachypsychie, elle est aussi décrite dans la dépression, par exemple. Elle est aussi décrite dans la bipolarité, dans l'hypomanie et dans le trouble borderline. Donc, comment est-ce qu'on observe la tachypsychie? On l'observe principalement chez l'adulte parce que décrire ces éléments de tachypsychie, autant le mind wandering, on peut l'observer, mais la description de la tachypsychie, elle va surtout se faire par le patient lui-même et ça implique aussi que le patient il ait les capacités neurologiques, la maturité neurocognitive pour faire ces travaux d'introspection. Et ça veut dire qu'on l'observe surtout chez l'adulte. Pas parce que c'est présent surtout chez l'adulte, mais c'est surtout les adultes qui vont l'auto-rapporter. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe très, très, très fréquemment. C'est les patients qui nous rapportent cet enchaînement, cette succession de pensées rapides qu'ils ont beaucoup de mal à arrêter. Et ça, c'est des choses qui vont être très fortement liées aussi aux éléments de cyclothymie, aux ruminations anxieuses, mais qu'on va observer aussi bien dans le TDAH que dans d'autres pathologies. Entre autres, c'est pas quelque chose qui va être un critère de distinction du TDAH du trouble borderline ou des pathologies bipolaires, par exemple. On va revenir un petit peu dessus. Et puis à côté, je vous ai mis une petite citation, pardon, donc elle est un petit peu longue, mais de Michel Habib. J'aime bien sa façon de voir les choses, parce que quand on décrit cet élément, on va retrouver des choses qui nous font penser au TDAH. Donc la tachypsychie, cette hyperactivité cérébrale tellement forte, vaporeuse, inconsistante, qu'elle va empêcher le passage à l'action. Ces pensées ne sont pas forcément désagréables, daydreaming, on va penser au mind wandering, mais elles vont empêcher d'avancer et peuvent impacter et amener les impasses déprimantes. Les patients n'arrivent pas à attraper une idée parce qu'une autre arrive derrière. Ils ressentent un manque d'énergie, un vide mental, en fait un flou mental, plusieurs niveaux de conscience à chaque instant qui rend impossible la formulation d'objectifs, la prise de décision, la mise en mouvement pour agir. Et en fait, quand on a des éléments, on va quand même retrouver des choses, on va dire, ah mais quand on a un TDAH, ça peut y ressembler. Bon, ça peut y ressembler dans plein d'autres situations aussi, hein, mais ça peut aussi ressembler au TDAH. Alors, la tachypsychie, elle va s'observer et s'évaluer principalement par des questionnaires et des questionnaires qui vont comporter, par exemple, des questions ou des affirmations telles que j'ai trop de pensées en même temps. Mes pensées vont à 200 à l'heure. Mes idées se mélangent et s'embrouillent. Chaque objet et chaque détail autour de moi fait surgir une nouvelle pensée. Je n'arrive pas à ralentir ou à réduire le flou de mes pensées. Si vous reprenez les critères du TDAH, il y a quand même des choses qui y ressemblent. Chaque objet, chaque détail autour de moi fait surgir une nouvelle pensée, la distractibilité. J'ai trop de pensées en même temps, mes pensées vont à 200 à l'heure, mes idées se mélangent et s'embrouillent. On a les éléments d'organisation, le fait de trop parler, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu sous l'angle du trouble du contrôle des pensées, mais plutôt sur l'angle de l'impulsivité. Et il y a un lien à faire entre les deux, on va revenir dessus. Mais ces éléments de contrôle des pensées sont peu présents dans les classifications en santé mentale en général. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que souvent, le trouble du contrôle de la pensée est quelque chose qui peut être mal vécu par les gens parce qu'on a l'impression de ne pas contrôler ses propres pensées, on n'a plus le contrôle de nous-mêmes et c'est quelque chose qui peut être extrêmement anxiogène et difficile à vivre pour tout un chacun.
Alors, ça, c'est les éléments un petit peu descriptifs. La question, c'est comment on peut l'expliquer sur le plan neuropsychologique et quel lien on peut faire avec les connaissances et les modèles qu'on a concernant le TDAH. Alors, ben, je vais parler justement du modèle de Habib. Habib, il a une façon de considérer le TDAH que j'aime bien, qui est le TDAH vu comme un trouble de la motivation, un trouble de la motivation neurologique, j'entends. C'est pas les enfants ou les adultes qui ont un TDAH n'ont pas envie de faire, mais du maintien de la motivation neurologique avec un dysfonctionnement des circuits de la récompense et un dysfonctionnement des circuits frontaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait être problématique dans le TDAH. Dans le TDAH, on a un décalage de la maturation des systèmes frontaux, on a une hyposensibilité du circuit de la récompense, et ce décalage-là va se traduire sur le plan aussi bien neurophysiologique que sur le plan comportemental. Donc ça peut être déjà cette régulation de la motivation, à quel point elle peut impacter le contrôle des pensées. C'est sûr que quand vous faites quelque chose de peu motivant, qui vous intéresse pas beaucoup, bah, vous êtes beaucoup plus susceptible de laisser errer vos pensées, de penser à autre chose. Si vous faites quelque chose d'absolument passionnant, vos pensées restent focalisées sur ce que vous êtes en train de faire. Euh, Si vous avez une difficulté, un déficit du système de la récompense, de la régulation justement de la motivation, vous êtes beaucoup plus à risque de justement laisser errer vos pensées et d'avoir des difficultés à réguler vos pensées à ce niveau-là. Un autre modèle qui est très très souvent présenté dans le cadre du TDAH, c'est le modèle de Barclay. Barclay, lui, considère plutôt le TDAH comme un trouble de l'autorégulation. Alors, c'est des modèles qui ne sont pas mutuellement exclusifs, hein, comme un trouble de l'autorégulation, un trouble du contrôle inhibiteur. Et là aussi, ça paraît assez cohérent. Si vous avez du mal à réguler les pensées qui peuvent avancer, à garder le contrôle de vos pensées, à inhiber les pensées parasites, et ben en fait, ça renvoie à un trouble du contrôle inhibiteur. Et donc, ça renvoie à un trouble des fonctions exécutives qui vont dépendre des circuits frontaux. On revient sur justement ce décalage, cette difficulté de maturation des circuits frontaux qu'on a dans le TDAH. Alors la question quand même qui va se poser, c'est est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer que par un trouble des fonctions exécutives? Entre autres parce qu'on sait que les difficultés de contrôle des pensées, elles vont être fortement en lien avec les troubles attentionnels. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit justement sur le syndrome SCT, du rythme cognitif lent. On va avoir surtout des troubles attentionnels et pas forcément de troubles de l'inhibition, et ce sont des patients qui vont présenter un mind wandering vraiment important. Donc il y a peut-être un lien à faire avec les troubles attentionnels. Et pour en parler, bah, je vais parler d'un circuit très particulier qui est vraiment extrêmement intéressant et pas toujours bien compris, qui est extrêmement étudié en ce moment, qui est le réseau mode par défaut. Alors moi, j'aime bien parler du réseau de mode par défaut parce qu'il donne un éclairage sur la fonction du cerveau que je trouve particulièrement intéressant. Donc une définition qui est une des meilleures définitions que j'ai trouvées de ce réseau, c'est un réseau qui va être caractérisé par un haut niveau d'activité, et ce niveau d'activité va décroître quand on fait une tâche qui sollicite l'attention, qui sollicite les ressources cognitives. Et c'est une vision que j'aime bien parce que souvent on se dit, bah, quand on fait quelque chose, un circuit s'active dans le cerveau, et quand on fait rien, bah, il n'y a pas de circuit activé. On utilise que 10% de notre cerveau, hein, cette légende neurologique qui est complètement fausse, hein, c'est pas vrai du tout. Bah, le réseau mode par défaut va dire non, non, même quand on fait rien, et ça veut dire quoi faire rien, on peut en discuter, bah, en fait on a des circuits dans le cerveau qui sont fortement impliqués, qui sont fortement mobilisés. Et ils vont aussi, ce réseau-là va fortement mobiliser les structures frontales, hein. Vous avez la petite image qui est ici, mais les systèmes frontaux vont être fortement impliqués dans la régulation du système du réseau mode par défaut. Alors, quel lien on fait entre l'activation du réseau mode par défaut et puis les difficultés de contrôle de la pensée? Ben, on peut faire le lien avec les contrôles attentionnels. Et on sait, par exemple, que ces régions fronto-pariétales qui vont soutenir le réseau mode par défaut, ce réseau qui est activé quand on ne fait rien, et ben, dès lors qu'on va faire une tâche qui va être fortement sollicitante sur le plan cognitif, sur le plan attentionnel, on va avoir une diminution de ces activités-là. Et on observe aussi que les individus qui ont tendance à être
plus rêveur dans la vie quotidienne, à laisser un peu errer leurs pensées, pardon, on constate, on observe une plus grande activité du réseau mode par défaut dans les tâches qui nécessitent peu d'attention que les individus qui ont moins de propension à la rêverie, qui ont même dans les tâches qui nécessitent peu d'attention, une plus faible activation du réseau mode par défaut. Et ça va être intéressant de le comparer à des patients qui ont un trouble du déficit de l'attention et donc ils sont plus susceptibles d'être rêveurs et moins attentifs. Alors, dans le TDAH, qu'est-ce qu'on connaît? Il y a des études assez solides. Là, je vous ai mis le lien vers une méta-analyse, donc vraiment une grosse étude qui montre que dans le TDAH, on va avoir un dysfonctionnement de la connectivité du réseau mode par défaut et des systèmes exécutifs. On a une homogénéité plus faible chez les patients qui ont un TDAH chez les patients, enfin chez les sujets qui n'ont pas de TDAH, sur le plan justement de la fonctionnalité du réseau mode par défaut et de sa capacité à réguler l'activité du réseau mode par défaut dans le TDAH. Et en fait, qu'est-ce qu'on va observer? Ben, une difficulté de désactivation du réseau mode par défaut parce que dans le TDAH, les difficultés exécutives et de régulation de l'attention vont impacter les capacités de désactivation du réseau mode par défaut et donc favoriser cette tendance à la rêverie, ce mind wandering. Autre modèle qui est souvent très présenté quand on parle du TDAH, c'est le modèle de Edmond Sonugabark, pardon. Et alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce modèle, mais dans ce modèle-là, les caractéristiques et l'activation du réseau mode par défaut, cette difficulté de régulation du réseau mode par défaut va être associée à des fluctuations de l'attention, des fluctuations de la vigilance et des difficultés dans la gestion temporelle des informations. Pourquoi c'est important cette difficulté de la gestion temporelle des informations? Parce qu'on a dit avant que les études en fait montraient que le mind wandering était fortement associé à la négligence du but. Si vous avez des difficultés pour gérer de manière temporelle les informations qu'on vous donne, ça va être beaucoup plus difficile de planifier, de tenir compte de ces critères un petit peu temporels pour vous donner un but. Ces éléments de toute négligence du but, c'est cécité au futur. Donc ça, c'est un lien qui peut être fait également. Donc en fait, quand on reprend les différents modèles neuropsychologiques du TDAH, on va avoir des explications justement sur ces difficultés de contrôle de la pensée dans le TDAH. Alors maintenant qu'on a dit ça, un peu qu'on a présenté, bah, c'est important aussi de se dire, bah oui, mais est-ce que ces difficultés de contrôle de la pensée, elles ne sont pas susceptibles de provoquer des confusions? Et un point qui va être important, c'est de rappeler que les comorbidités dans le TDAH, c'est quand même la règle. Les études montrent que dans à peu près 2 tiers des situations, on va avoir une comorbidité qui va être associée au TDAH. 2 tiers, c'est quand même quelque chose de très important. Parmi les comorbidités qu'on a les plus fréquentes, bah, ça va être la dépression, par exemple. Donc la dépression, on l'observe chez 16 à 20, à peu près 15 à 25% des patients qui ont un TDAH. Et si on prend toute leur histoire de vie, quand vous avez un patient qui a un TDAH, dans toute son histoire de vie, il y a entre 35 et 50% de chances qu'il présente un épisode dépressif. Pour rappel, chez la population contrôle, qui n'a pas de TDAH, la probabilité de présenter un syndrome dépressif au cours de sa vie, un épisode dépressif, c'est 15%, ce qui est déjà gigantesque, ce qui est déjà absolument énorme. Mais on voit à quel point le fait d'avoir un TDAH est un surrisque important. Alors, c'est quoi les troubles du contrôle de la pensée dans la dépression? Elles sont un petit peu différentes du TDAH. Entre autres, ce qu'on va observer, c'est des pensées qui vont être fixées sur une thématique qui va souvent être unique et négative, chose qu'on n'a pas forcément dans le mind wandering en général. On va avoir beaucoup de ruminations, les pensées négatives qui vont s'enchaîner, et ça, je suis nul, et ça va pas, et ça va pas, qui vont s'enchaîner, et en fait, c'est plus proche de la tachypsychie, cet enchaînement rapide de pensées, mais qui vont être centrées sur une thématique unique dans la dépression, et souvent une thématique négative. En fait, on a assez peu de mind wandering, d'errance un petit peu de la pensée dans la dépression. Le deuxième facteur un petit peu de comorbidité et de confusion, bah, c'est l'anxiété qu'on va retrouver dans entre 10 et 40% des cas. Et dans l'anxiété, on va observer énormément de difficultés à réguler les pensées avec un mind wandering qui va être important. Et ça, c'est des choses qu'on a beaucoup dans l'anxiété généralisée. C'est-à-dire,
n'importe quel petit élément peut générer des pensées en arborescence, on va en reparler après, en arborescence d'inquiétude. Oui, mais s'il se passe ça, et puis en fait, mais s'il se passe ça, ça veut dire qu'il va passer ça. Oui, mais peut-être ça aussi. Oh, et puis ça. Donc, c'est ces pensées qui vont devenir un peu envahissantes avec une errance des pensées, mais des pensées anxieuses. Et les études nous montrent que l'anxiété, elle va jouer un rôle important dans le mind wandering. L'anxiété, c'est un facteur qui favorise beaucoup cette errance de la pensée, aussi bien chez les gens qui ont un TDAH que les gens qui n'en ont pas un TDAH. Et chez les gens qui ont un TDAH, l'anxiété va accentuer encore le mind wandering. D'accord. Donc, les symptômes dépressifs ne sont pas un prédicteur du mind wandering, oui, parce qu'on a plutôt la tachypsychie dans ce cadre-là, on a peu de mind wandering, mais l'anxiété, oui. Et je vais revenir sur ce qu'on a dit au début. Ces troubles de contrôle de la pensée, ils vont être fortement liés aux difficultés de régulation émotionnelle qui vont avoir un effet d'accentuation de la symptomatologie du TDAH, ce côté un petit peu cercle vicieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va avoir dans l'anxiété. On va parler aussi des troubles bipolaires et de l'hypomanie, puisque on parle beaucoup de la tachypsychie dans ces cas-là. Entre autres, il faut savoir que c'est des manifestations psychiatriques qui ont beaucoup de signes communs avec le TDAH, et ça fait partie du diagnostic différentiel, justement, dont la tachypsychie. Et si on reprend les caractéristiques communes qu'on peut avoir entre l'hypomanie et le TDAH, on va avoir l'agitation psychomotrice, la tachypsychie, la tachyphémie, le fait de parler très 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 vite et de parler de plus en plus vite, comme j'ai tendance à le faire, la distractibilité et les activités à risque. Donc ça, c'est des signes qu'on peut avoir en commun entre le trouble bipolaire, l'hypomanie et puis le TDAH, avec la différence, c'est que dans le TDAH, les patients se rendent compte que ce fonctionnement est problématique, alors que dans l'hypomanie, c'est pas forcément le cas. Les gens ne nous signalent pas en disant, mais oui, je pense très très vite, ça part en toute direction et c'est un problème. Ils disent plutôt, c'est super, c'est trop bien, je suis super efficace. Autre confusion qu'on a très souvent en clinique, en tout cas moi j'ai très souvent en clinique, c'est avec le haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire que très régulièrement, j'ai des appels pour des gens qui me disent de manière tout à fait légitime, hein, j'ai plein de pensées qui partent dans toutes les directions, ça va très très vite, j'arrive pas à réguler mes pensées, j'arrive pas à dormir parce que j'ai des idées qui tournent, 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 tournent sans que j'arrive à les arrêter. Et j'ai une pensée en arborescence, hein, vraiment cette pensée en arborescence qui est pas un signe spécifique de quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on a dans plein de situations qui sont dures à définir, mais qui est un trouble de contrôle de la pensée. Et en fait, souvent, les gens m'appellent en me disant, on m'a dit ou je pense que j'ai un haut potentiel intellectuel. Et c'est une vraie question, hein, c'est tout à fait possible. Mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est autre chose qu'un haut potentiel intellectuel. Et les difficultés de contrôle de la pensée, ces éléments de tachypsychie, de mind wandering qu'on va avoir dans le haut potentiel, bah, ils vont être assez particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont un haut potentiel intellectuel, qui ont un très bon fonction intellectuelle, ils pensent vite, déjà parce qu'ils sont plus rapides, statistiquement plus rapides en termes de fonctionnement cognitif, un peu en tout cas, et surtout, comme ils ont un très bon raisonnement logique, ils peuvent sauter des étapes. Et ça donne l'impression à leur environnement, aux gens autour d'eux qui pensent, qu'est-ce qu'ils pensent vite, et ils pensent à plein de choses en même temps. Mais en fait, c'est parce qu'ils arrivent à gérer ça. Mais dans ces situations-là, on n'a pas cet aspect désorganisé des pensées qui vont dans toutes les directions. On n'a pas forcément de coq à l'âne et surtout, on n'a pas de retentissement au quotidien. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose d'associé au potentiel intellectuel, ce qui est tout à fait possible. D'accord. On peut avoir un haut potentiel et autre chose, et des troubles anxieux, des troubles dépressifs et un TDAH, pourquoi pas. D'accord. Le haut potentiel n'est pas un trouble. C'est pas le haut potentiel qui va expliquer un retentissement au quotidien des difficultés de contrôle des pensées. Alors maintenant qu'on a un peu discuté de ces confusions-là, bah, la question c'est comment on gère ce problème de contrôle des pensées au quotidien. Alors moi, j'ai pas trouvé dans mes recherches de gestion du contrôle de la pensée avec une validation scientifique solide. Alors je nuance, je n'ai pas trouvé de méthode pour gérer le contrôle des pensées dans le TDAH. Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode pour gérer le contrôle des pensées, on va en parler. Mais sur ces éléments-là, plus précisément, je pense que le premier élément à mettre en place, c'est de s'intéresser beaucoup à ce symptôme, bien comprendre ce symptôme pour poser le bon diagnostic.
pas passer à côté de quelque chose d'autre. Il y a un haut potentiel intellectuel parce qu'il y a une tachypsychie, alors qu'en fait c'est un TDAH. Voilà, cet élément-là, de poser le bon diagnostic, il est important, d'autant qu'on sait à quel point le fait de poser les bons diagnostics favorise en fait, diminue la détresse des patients. Ça, c'est des études dessus qui sont assez claires. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas négliger l'importance des comorbidités. Dans le TDAH, on a souvent des comorbidités. Il est important de bien les repérer parce qu'on sait que des comorbidités qui sont fréquemment associées au TDAH accentuent ou contribuent aux difficultés de contrôle de la pensée, et en particulier les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Et ça, c'est quelque chose qui est important de bien repérer. Donc, qu'est-ce que je recommande dans ces cas-là? De suivre les recommandations internationales, en fait. Donc, premier élément, la psychoéducation du TDAH. Et ça peut faire partie de la psychoéducation du TDAH de parler de ces difficultés de contrôle de la pensée. Ça fait partie aussi de la psychoéducation du TDAH, dans les recommandations internationales, de parler de l'hygiène de vie, en particulier en termes de sommeil, puisqu'on en a parlé. Donc ça va être des points qui vont être importants. On applique les recommandations, on fait ce travail de psychoéducation. On va aussi tenir compte et accompagner les comorbidités. On sait que les comorbidités du TDAH, les troubles anxieux, la dépression, accentuent les difficultés de contrôle de la pensée, la tachypsychie, le mind-wandering. Et dans ce cas-là, on les accompagne aussi. Et on rappelle que là aussi, les recommandations internationales, qui sont issues de la NICE ici, indiquent bien qu'il faut faire de la psychoéducation des comorbidités du TDAH. Alors, je les ai prises parce que je trouve que la façon d'exprimer est assez parlante. Dans l'anxiété, fournissez des informations appropriées au niveau de compréhension de la personne. Quand on dit au niveau de compréhension de la personne, ça ne veut pas dire les gens qui ont un TDAH ou qui sont anxieux, ils sont moins intelligents. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça vaut le coup d'en parler aux enfants aussi. Et on n'explique pas un trouble de la même manière à un enfant qu'à un adulte. Donc c'est un point aussi qui est important. On fournit des informations aux familles, à l'entourage, et on les aide à trouver des informations par eux-mêmes sur les éléments d'anxiété. Dans le cadre de la dépression, je trouvais que la formation était vraiment trop belle, donc je l'ai laissée. On fournit des informations concernant la dépression, des informations qui sont à jour et qui sont basées sur des preuves. Et je trouve que c'est tellement parlant qu'il faille l'écrire, de dire qu'il faut des informations à jour et basées sur les preuves sur le plan de la dépression. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on peut faire pour aider à la gestion du contrôle des pensées. Alors l'autre élément, donc là encore, je m'appuie un petit peu sur les conceptions de Michel Habib, qui aime bien faire du lien entre les difficultés neurodéveloppementales et puis les troubles lésionnels. Alors, dans le TDAH, il n'y a pas de troubles lésionnels, c'est pas une lésion, on est bien d'accord. Mais c'est intéressant de faire le lien entre le fonctionnement, entre ces deux types de fonctionnement. Et l'idée, c'est on va essayer de gérer l'environnement pour aussi essayer de limiter l'impact. Ça, c'est des choses qu'on propose dans les troubles exécutifs lésionnels. Donc, par exemple, on limite les distracteurs. Dans la tachypsychie, on prend n'importe quel objet autour de moi génère des pensées, on va peut-être essayer de limiter les objets pour limiter cet impact-là. On va aussi décomposer les tâches pour assurer un objectif qui va être proche à atteindre. Pourquoi? Parce que on a bien dit que les troubles du contrôle de la pensée, tachypsychie, mind-wandering, étaient fortement associés à cette négligence du but. Si votre but il est très 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 éloigné, il est à 10, 12, 15 étapes plus loin, vous êtes beaucoup plus susceptible de développer une errance de vos pensées, alors que si votre objectif a été décomposé, le but est beaucoup plus proche, vous avez moins de temps pour mettre en place un mind wandering et moins de négligence du but. Donc ça aussi, c'est des éléments, des pistes qui peuvent être intéressantes en termes d'aménagement. Et puis, il va y avoir aussi les questions, quid des techniques, en fait, pour améliorer le contrôle des pensées. Par exemple, on a des techniques pour gérer les ruminations anxieuses. Ça, c'est des choses qu'on propose dans l'anxiété, par exemple, des techniques contrôle des pensées. Parmi celles-là, on peut imaginer des techniques d'ancrage qui sont proposées pour la gestion des émotions. Donc là, vous avez un document qui est tiré de Psychiatrie et Rock'n'Roll, je crois, c'est le blog d'Igor Thirier, qui est psychiatre et que je recommande, qui est vraiment super bien. N'hésitez pas. Donc là, c'est l'exemple de technique d'ancrage. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut faire pour détourner les pensées, et techniques aussi de relaxation. La relaxation de Jacobson qu'on utilise par exemple dans le contrôle des ruminations anxieuses. Alors, moi, j'ai pas vu de preuve d'efficacité sur le TDAH. C'est-à-dire que j'ai pas vu d'études disant ces techniques-là permettent de diminuer
les difficultés de contrôle des pensées dans le TDAH, au-delà des éléments anxieux ou dépressifs, d'accord? J'en ai pas vu, il y en a peut-être, mais moi, j'en ai pas trouvé. Et puis l'autre question un peu qui va se discuter, c'est est-ce que la personne va les mettre en place spontanément? C'est un petit peu la question qu'on a sur les aménagements scolaires. Donner du temps en plus, ok, mais est-ce que l'enfant va spontanément l'utiliser, va savoir l'utiliser? Et là, c'est toute la question de l'entraînement qui peut se faire dans le cadre des psychothérapies, par exemple, et en particulier des psychothérapies par thérapie cognitive et comportementale, des choses qui sont déjà recommandées dans le TDAH, justement pour l'organisation, hein, les programmes qui peuvent se mettre en place pour aider les gens à s'organiser. Bah, peut-être qu'on peut aussi les aider à s'entraîner, à réguler justement leurs pensées par ces techniques-là. Donc, c'est des études qui nécessiteraient justement d'être validées, mais ça peut être déjà des pistes dans un premier temps, en attendant une validation pour dire, bah oui, c'est une technique qui marche bien ou non, c'est une technique qui ne marche pas. Mais ça peut en tout cas être proposé dans un premier temps pour les éléments comorbides, anxiété, dépression, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir une efficacité. Donc voilà un petit peu les choses que je voulais présenter. Donc je vais vous remercier pour votre attention. Je suis désolé pour le fait, j'ai vu que j'étais bien flou pendant une bonne partie de la présentation. Ma caméra, ma webcam n'est pas de très très bonne qualité. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, bah, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, le flou, mais c'est parce que tu as bougé, tu as fait du mind-wandering en direct, alors forcément ta caméra n'a pas pu Beaucoup. suivre. Mais l'idée, c'est merci beaucoup en tout cas pour ben, cet éclairage extrêmement intéressant. Alors, c'est très 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 intéressant et je soulignais le truc, c'est qu'à chaque fois que je me notais une question sur le côté, tu peux être sûr que dans les 2 slides suivantes, tu y répondais. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Alors, il m'en reste juste quelques-unes, Ouais. évidemment, par rapport à l'intervention, mais vraiment, c'est, pour moi, c'est vraiment le reflet de ce que j'essaye aussi de défendre aujourd'hui, c'est que dans le cadre du TDAH, nous sommes face à une dynamique qui est complexe. C'est-à-dire que on a tendance à se dire, ah, ils sont inattentifs, ah, ils sont hyperactifs. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus, comme tu en as parlé, avec la dysrégulation émotionnelle, avec des difficultés aussi annexes, toutes les comorbidités qui peuvent venir s'inscrire, avec des difficultés aussi dont on s'aperçoit de plus en plus sur la relation au temps aussi, la temporalité qui est assez particulière. Eh bien, en fait, on voit toute la complexité du TDAH. Et déjà, on se dit, il y a peu de personnes, au final, alors de plus en plus, hein, soyons vraiment positifs, mais il y a peu de personnes qui comprennent vraiment ce que c'est un TDAH, on va dire entre guillemets, basique. Et ici, on vient même ajouter de nouvelles réflexions sur justement ces aspects de pensée, de contrôle de la pensée, qui, ben, quand on échange avec nos patients, effectivement, est très très présent au final. Donc, c'est vrai que ça, pour ça, je tiens à te remercier sur cette question de la dynamique développementale du TDAH et de voir un petit peu tout ce qui vient se greffer autour du TDAH et d'où toute l'importance de bien comprendre que le TDAH, le diagnostic à lui seul est une chose pour l'accompagner, mais après, toute la compréhension du fonctionnement de chaque patient individuellement est vraiment extrêmement important pour amener justement cette prise en charge ben, la plus spécifique possible. Donc déjà pour ça, un très 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 grand merci par rapport ben, à cette recherche que tu as pu faire aussi, hein, ce travail que tu pu amener. Et donc, j'avais une petite question parce que c'est vrai que ça m'a fait penser à quelque chose chez des patients que je vois, et ces parents aussi qu'on peut rencontrer, qui vont noter que ben, c'est vrai que chez les très jeunes, on a beaucoup d'hyperactivité très motrice au final, et on s'aperçoit effectivement qu'à l'adolescence, cette hyperactivité va avoir tendance à diminuer la plupart du temps, et j'ai toujours dit, moi personnellement, que elle ne diminuait pas spécifiquement, mais qu'elle se déplaçait. Et donc, ben, la tachypsychie, comme tu la présentes, effectivement, dans certains cas, est-ce que ça peut pas faire penser à ce que, justement, ces patients peuvent amener dans cette idée de hyperactivité cognitive? Tu vois, c'est le terme que beaucoup de Non. patients vont utiliser. Et est-ce que tu as des connaissances ou des idées sur ce passage, éventuellement, de la transition qui pourrait exister entre cette hyperactivité motrice, cette hyperactivité cognitive, et le lien peut-être avec la tachypsychie? Je pense que c'est un point qui est important parce que quand on regarde les critères, mais les critères diagnostiques, hein, sur cet élément d'hyperactivité, il est bien indiqué, là je l'ai pas mis, mais dans le détail, que à partir de l'adolescence, si cette hyperactivité, cette agitation est internalisée, il faut quand même la compter comme symptôme.
C'est-à-dire que, effectivement, d'ailleurs, et c'est vrai, dans à peu près deux tiers des cas, à l'adolescence, l'agitation motrice va se calmer et va être fortement internalisée. Et ça, en fait, c'est pas pour rien qu'on décrit la tachypsychie principalement chez l'adulte. Alors, je pense parce qu'elle était aussi très dure à évaluer chez un petit enfant. Un petit enfant va avoir des difficultés et souvent, elle va se manifester d'ailleurs quand on regarde sur les structures neurologiques du contrôle inhibiteur, du contrôle comportemental. Chez l'enfant, c'est les mêmes circuits qui vont qui vont permettre l'inhibition motrice, verbale, comportementale, émotionnelle. Et c'est une différenciation qui va se faire au moment de l'adolescence. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un lien en fait. Je Mhm. pense qu'il y a un lien. Moi, c'est toujours quelque chose que je trouve fascinant. Généralement, on dit que les adolescents, c'est là qu'ils viennent de plus en plus impulsifs et réagissent au quart de tour et ils sont moins hyperactifs. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, ça renvoie à cette différenciation de circuiterie neurologique, en fait. Mhm. Et, euh, et le fait qu'on décrive vraiment, si je reviens, hop, par là, voilà. Chez l'adulte, la citation, là, je ne l'ai pas noté, mais la citation, c'est vraiment que ces pensées de course, racing thoughts, qui s'ajoutent, qui accélèrent, qui sont par exemple auto-rapportées. C'est, les patients le signalent, sont une caractéristique intrinsèque mais négligées du TDAH de l'adulte et qui vont être particulièrement liées à la cyclothymie, aux difficultés de régulation émotionnelle et à l'anxiété. Mhm. Et cet élément-là, il va être important parce que je pense que cette hyperactivité, comme tu dis, elle va s'internaliser à cause des modifications neurologiques liées au développement cérébral, mais aussi à cause des éléments de pression sociale, en fait, qui vont être importants. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans d'autres cas où il y a une difficulté de régulation comportementale, pas trop du comportement dans le TDAH en tant que tel, mais je pense aux troubles de l'opposition, où en fait, on va avoir des enfants chez qui les parents vont nous décrire, mais à l'école, ça se passe très bien. Cet effet cocotte minute, ils explosent à la maison parce qu'il n'y a plus le contrôle social qui va aider à la régulation. Et en fait, je pense qu'il y a ce côté-là qui va être important aussi avec l'adolescence, où il y a ce contrôle social qui est très important. D'ailleurs, on voit bien dans les guidances qu'on fait chez les adolescents, en fait, il ne faut plus être sur des félicitations, bravo, c'est super, c'est bien, mais plutôt sur des aspects de relations respectueuses. Là, vraiment, grâce à toi, on peut avancer. Heureusement que tu es là qui va être beaucoup plus efficace. Et cet élément de pensée accélérée, d'internalisation, je pense qu'il est à mettre en lien avec effectivement cette hyperactivité motrice qui va s'internaliser, mais qui reste présente au niveau des pensées. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a un lien à faire. Je ne connais pas d'études qui vont, enfin, en tout cas, j'en ai pas vu qui font ce lien développemental au niveau de la transition, mais je pense qu'il y a un lien à faire de toute façon. Et ce que je trouve particulièrement intéressant quand on travaille sur cet aspect contrôle des pensées, c'est de voir à quel point on va avoir des mécanismes communs entre plusieurs fonctionnements. Le TDAH, certains troubles psychiatriques type hypomanie, les éléments d'anxiété, les éléments... Et on se demande un peu parfois l'œuf ou la poule. Et c'est typiquement ce qui se passe quand on regarde les caractéristiques du trouble de l'opposition, qui est la première comorbidité du TDAH, qui ont quand même des caractéristiques exécutives qui sont communes. Et je pense que ça fait partie aussi de cette vision qui se développe de plus en plus en psychiatrie, qui est de se détacher de l'aspect symptôme pour se focaliser sur l'aspect fonctionnement. Est-ce que mon patient il a symptôme A, symptôme B, symptôme C, symptôme D, ou est-ce qu'en fait il a un dysfonctionnement de la régulation de son attention, etc. Dans quel cadre? Est-ce qu'il a une conscience de ces éléments-là? Comment cette trajectoire se développe? Et ça, je pense, c'est des choses qui sont en train de se développer de plus en plus, hein, vraiment sur l'évolution développementale et une approche qui est plus processuelle que symptomatologique. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment dans cette idée. C'est pour ça que je tenais à le souligner, c'est vraiment cette dynamique, quoi, cet aspect développemental qui peut aussi euh, rentrer dans le cadre où tu, justement, tu as bien souligné l'importance de la psychoéducation et donc ce travail d'explication, justement, du développement de la symptomatologie dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va se représenter d'une façon différente, qu'elle va se manifester de façon différente. Ça reste le même symptôme au titre qu'on a actuellement, mais il va se manifester de façon différente. Et je trouve ça assez intéressant, justement, de le présenter de cette façon-là. Alors effectivement, peut-être qu'on n'a pas, encore une fois, moi je ne suis pas non plus euh, connaisseur d'un aspect éventuellement développemental et d'une explication théorique là-dessus, mais je trouve qu'il y a quelque chose, en tout cas, de la part des patients qui ramènent ça, qui est vraiment très intéressante. Et donc,
comme tu le soulignes, effectivement, d'essayer de passer d'une psychiatrie un peu catégorielle qui est aujourd'hui à une psychiatrie fonctionnelle, vraiment de cette idée, c'est ultra intéressant. Alors maintenant, on sait que ça fait plus de 10 ans qu'on essaye de le mettre en place et que ça bloque un peu pour des questions de complexité de l'être humain, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on sait que la classification catégorielle est la meilleure chose qu'on ait avec notre niveau de connaissance. Donc, C'est ça. c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, on sait qu'il y a mieux, c'est sûr, mais on n'arrive pas encore à le décrire. Et c'est tout aussi l'intérêt aussi de continuer à faire des études dans le sujet, de connaître nos limites aujourd'hui, de faire avec ce qu'on a et de continuer à progresser en tout cas là-dessus, parce que c'est vrai qu'en termes de dynamique, de fonctionnalité dans le temps et de développement, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Tu soulignais justement ce défaut des fonctions exécutives, et effectivement, défaut des fonctions exécutives qu'on retrouve dans... Alors, personnellement, si je reprends le DSM, mais si je reprends la CIM 11 sur les aspects de santé mentale, je pense que quasiment tous les troubles ont des défauts exécutifs. Et donc, c'est cet aspect fonctionnel de fond, alors qui ne se manifeste pas de la même façon, mais avec cette idée de fond qui explique aussi la grande comorbidité qu'on va retrouver, la grande vraiment co-occurrence de différents troubles ensemble dans certains cas, et notamment ici d'un point de vue pensée, justement, et cette idée, ce lien que tu faisais avec la pensée en arborescence, où la pensée en arborescence, moi, je l'ai toujours interprétée. Alors après, c'est interprétation personnelle, mais effectivement comme une compétence vraiment de plus haut niveau, puisque la pensée en arborescence, en fait, c'est le fonctionnement humain naturel, c'est si on vous dit soleil, dans votre cerveau, au final, dans votre mémoire sémantique, il y a plein de choses qui s'allument entre le jaune, la chaleur, les vacances et ainsi de suite. Vous faites une espèce de réseau qui part d'un mot en particulier. Et la pensée en arborescence est réfléchie, à mon sens en tout cas, dans quelque chose où le réseau qui est allumé est de plus grande ampleur au final et qui est en lien avec nos compétences cognitives. Là où j'ai un petit peu cette impression que la tachypsychie, justement, c'est un petit peu ce défaut d'inhibition, c'est l'incapacité à rester dans un réseau particulier et vraiment de se dire, OK, je te dis soleil, mais très très vite, tu vas penser camion de pompiers, puis fusion nucléaire, et puis difficulté en Corée, et puis autre chose qui n'a rien à voir du tout. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le mind wandering, cette errance. Et la tachypsychie, ça va être cette accélération. C'est-à-dire que, attendez, je me pose, ça a un rapport avec ce que je suis en train de penser là Et en fait, la tachypsychie, après, ça enchaîne. Et les éléments par rapport aux troubles exécutifs, on a parlé de la dépression, mais on sait qu'il y a des troubles exécutifs dans la dépression. Il y a des troubles du contrôle inhibiteur, la dépression, on a des difficultés d'inhiber les pensées négatives, on va observer même des performances supérieures au contrôle dès lors qu'on a une congruence à l'humeur négative. Sur les tests de mémoire, les patients déprimés sont plus efficaces que les patients contrôle quand on leur propose une thématique qui est en rapport avec leur humeur. Donc voilà, et on a vraiment ces éléments-là qui vont être très très importants et qui vont être un élément de souffrance. Alors quand tu disais justement la pensée arborescence, c'est très joli à dire, mais tu as raison, la pensée en arborescence, c'est la pensée. C'est ce qu'on appelle l'effet de diffusion sémantique. Et Mhm. en fait, ça, tout le monde pense comme ça. Ben Et c'est quand, pour différentes raisons, cette pensée, qui est par définition parallèle, arborescente, n'est plus régulée, qu'elle va avoir déjà un retentissement qui peut être significatif, et puis qui va manifester un décalage par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire que quand les gens nous disent j'ai une pensée en arborescence, et je ne suis pas du tout en train de nous mentir, c'est-à-dire que là-dessus j'en veux plus aux professionnels qui vendent ce genre de soupe. Là, j'ai vraiment beaucoup plus un problème avec eux, mais pas du tout avec les patients. Quand les patients disent qu'ils ont une pensée en arborescence, c'est qu'ils ressentent un décalage par rapport aux autres. Les autres pensent aussi en arborescence, mais ont peut-être moins de difficultés à réguler cette pensée. Alors, soit ils constatent un décalage, ils disent, mais je pense tellement vite, tous les autres sont ralentis autour de moi, mais ça pose pas de problème, et on peut éventuellement poser la question à haut potentiel. Mais il peut aussi avoir d'autres manifestations, et les patients décrivent cette pensée en arborescence, non pas pour dire je pense en arborescence, mais pour dire l'arborescence de mes pensées est en décalage avec ce que les autres décrivent. Et Mhm. c'était plus dans ce sens-là que je prends. Ouais. C'est pour ça que vraiment, la pensée en arborescence, comme je le dis, ça repose sur rien. C'est pas, c'est de la pensée, c'est Voilà. normal. Mais c'est à quel point cette caractéristique est en décalage avec ce que décrivent les autres. Et si on pensait
tous avec des difficultés contre la pensée, personne ne se plaindrait de cette pensée en arborescence. Et c'est Exactement. pour ça, d'où l'importance d'accompagner les patients qui sont en réelle souffrance. À aucun moment, je leur fais le moindre reproche en disant, mais vous inventez là, vous payez pour rien, c'est du marketing, c'est quoi cette histoire? Non, 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 c'est des gens qui sont en réelle demande et il est important de les soutenir, de les soulager, d'où l'importance de poser correctement le diagnostic et de bien analyser justement cette difficulté de contrôle de la pensée Mhm. et cette tachypsychie. Ouais. Et une dernière petite question pour rester dans notre timing. Tu parlais justement de stratégies de contrôle de la pensée. Ben, dans le cadre du TDAH, tu disais justement, ben, ça n'a pas forcément été étudié, ou en tout cas, c'est pas à ta connaissance étudié dans le cadre du TDAH. Euh, Est-ce que tu as une idée aussi, parce que c'est une question qui va revenir, j'en suis sûr, fréquemment, de l'impact ou des effets de la médication du TDAH, le méthylphénidate, ou aussi justement les non-psychostimulants sur cette tachypsychie aujourd'hui? Bah, alors la difficulté, en fait, c'est comme c'est le problème de contrôle de la pensée, enfin la difficulté méthodologique, j'entends. C'est comme ces difficultés de contrôle de la pensée vont être associées aux troubles attentionnels et que le méthylphénidate va avoir un effet très positif sur les troubles attentionnels. Dans ce cas-là, il va avoir un effet qui va être indirect. Mhm. La question que je me pose, alors après, c'est peut-être une question qui n'a pas beaucoup de pertinence, hein, c'est est-ce que l'effet va être on améliore le fonctionnement attentionnel, la régulation exécutive des processus attentionnels et donc on va améliorer la régulation des pensées, ou est-ce qu'on améliore la régulation des pensées? Alors ça, c'est une question qui est méthodologiquement complexe à trancher. Après, est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Puisque bah, si on améliore l'un, on améliore l'autre. Donc, voilà. Donc Mhm. effectivement, oui, on a une amélioration là-dessus parce que bah, les gens nous décrivent bien une fois qu'ils sont sous traitement, ils arrivent beaucoup mieux à réguler leur attention, ils arrivent mieux à mener leurs tâches à bien, ils arrivent mieux enfin, ils sont moins envahis par effectivement des pensées qui tournent en permanence, ils sont moins distractibles, etc. Donc oui, ils ont un meilleur contrôle de leurs pensées. La question, c'est est-ce qu'on améliore vraiment le contrôle de la pensée? C'est-à-dire, j'ai envie de dire, si je veux le dire de manière un peu provocatrice, est-ce qu'on améliore enfin, la suractivation, la facilité, la désactivation du réseau mode par défaut sur le biais attentionnel ou est-ce qu'on favorise la régulation exécutive du réseau mode par défaut? Alors, c'est une question qui est vraiment technique et qui fait un petit peu couper les cheveux en quatre pour le coup. Mais voilà, mais méthodologiquement, ça se discute, ça peut être intéressant. Dans les faits, oui, on a une amélioration. Donc oui, c'est un élément qui se pose. Avec la limite, c'est que le traitement n'est pas toujours indiqué. Et le traitement n'est pas indiqué pour tous les patients, je pense particulièrement aux jeunes enfants. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on a des choses à proposer? Ce qui nous pose aussi la question bah, justement de tout ce travail métacognitif. Est-ce qu'un enfant de 6, 7, 8 ans a la maturité neurologique pour le faire? Mhm. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce cadre-là? D'où l'importance de la gestion des comorbidités, etc. etc. Ouais. Mais effectivement, oui, le traitement, il va avoir un effet positif, tout simplement parce qu'il déjà, il améliore l'élément attentionnel, donc il va améliorer tous ces éléments de contrôle des pensées. Ok. Après, là où je nuancerai un petit peu, mais là, c'est moi qui nuance un petit peu, on sait que ce mind wandering, il va être particulièrement important dans le sluggish cognitive tempo, non, pardon, dans le syndrome de désengagement attentionnel, dans le rythme cognitif lent. Et c'est un trouble attentionnel, le rythme cognitif lent, sur lequel le méthylphénidate a peu d'efficacité. Donc, je nuancerai beaucoup cet élément-là. Dans le Mhm. TDAH, possible de manière indirecte, mais c'est vraiment à creuser. Et je dois admettre que je ne sais pas méthodologiquement comment on trancherait entre les deux. Ça me Ouais. paraît très complexe. Mais là où je nuancerais un petit peu cet élément d'efficacité, c'est bah, qu'on a un trouble attentionnel dans lequel il y a beaucoup de mind wandering, il y a peu de tachypsychie. Même si la dépression est plus fortement associée que l'anxiété au rythme cognitif lent. On a beaucoup de mind wandering et on n'a pas d'efficacité du méthylphénidate. Ou en tout cas, beaucoup moins d'efficacité du méthylphénidate. Mais là-dessus, là aussi, on dépasse clairement mes compétences et donc c'est vraiment moi qui fais cette extrapolation. Mais c'est intéressant parce que cette réflexion-là, en fait, elle a été posée, ne fût-ce que dans le TDAH seul, de se dire, est-ce que le méthylphénidate a un effet sur l'impulsivité et l'hyperactivité? Et beaucoup de personnes, enfin beaucoup de chercheurs, pour le coup, amènent la question de dire, ben, peut-être pas directement, c'est-à-dire que c'est un effet boule de neige dans l'idée où si vous faites plus attention à votre façon de fonctionner, vous avez un meilleur contrôle
de votre agitation, de votre impulsivité. Et donc, c'est un effet en cascade potentiellement qui peut être présent. Donc, peut-être qu'on est aussi dans ce phénomène-là, au final, dans le cadre du TDAH et de la Mais tachypsychie, tout, justement. tout à fait, d'autant que c'est quelque chose des stratégies qu'on met en place dans la régulation des émotions. Tout à fait. Première stratégie pour réguler les émotions, identifier l'émotion. Là où je suis un petit peu énervé ce soir, où je suis fatigué, oh, là je suis déjà super excité. S'il y a un peu en plus, première chose, et on constate une régulation, une amélioration de la régulation des émotions. C'est Ouais. tout, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Bien. Mais écoute, je te propose qu'on s'arrête ici, en tout cas Oh, sur ce sujet. Évidemment, je pense qu'on aura l'occasion de retrouver du temps ensemble pour aborder d'autres sujets tout avec aussi grand plaisir. intéressants, justement. Et ben, écoute, je vais te laisser peut-être ben, le mot de la fin de cette intervention. Est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose dont tu veux parler pour conclure cette intervention? Et donc, c'est à toi la parole pour conclure justement cette intervention. Dis-nous tout. Alors, déjà, encore une fois, merci de me donner la chance d'intervenir sur ce sujet-là. Euh, alors, moi, voilà, c'est quelque chose, ce trouble de contrôle de la pensée, ces éléments de tachypsychie, de mind wandering, de tachypsychie, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant parce qu'en fait, c'était souvent des plaintes qui sont évoquées par les patients. Les gens appellent pour ça en fait. Souvent, j'ai du mal à réguler mes pensées, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je pense que parfois, en tout cas moi, c'est un défaut que j'ai. Je suis pas assez centré sur la plainte et la demande des patients. C'est-à-dire que, mais ça c'est des débats qu'on a déjà eu, hein, mais c'est-à-dire que vraiment, je me dis, attends, c'est quoi la demande de mon patient? Mon patient, il vient avec, je suis dans la lune, ou il vient avec, mais je j'arrive pas à arrêter mes pensées. Et c'est un point qui va être important aussi. Alors, chez l'enfant, souvent, la demande, elle vient du parent, elle vient plutôt sur les problèmes de concentration. Mais chez l'adulte, par exemple, ces éléments, ils sont très, 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 très fréquents. Et souvent, on a tendance à dire, écoutez, non. Et puis on dit, ah bon, on m'a dit que j'avais un haut potentiel, d'accord, on fait un QI. Bon, est-ce qu'on répond à la demande des patients? Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il va être important aussi peut-être être plus attentif sous cet angle de contrôle des pensées chez des gens qui se décrivent pas forcément comme, en tout cas, dans le côté inattentif ou le côté impulsif, pas tant de problème que ça. Leur problème, c'est vraiment ces pensées qui partent dans tous les sens et cette impression de décalage avec les autres. Et c'est ça qui provoque vraiment une souffrance, un retentissement chez certains patients. Et j'ai l'impression, en tout cas, moi, de pas forcément avoir assez de réponses pour eux, d'où l'importance justement de creuser cet élément-là sous cet angle-là de contrôle des pensées. Comme j'ai dit, on parle beaucoup du contrôle attentionnel, on parle beaucoup du contrôle de l'impulsivité, du contrôle de l'hyperactivité, et peut-être pas assez du contrôle des pensées. Donc voilà un petit peu. Eh bien, un tout grand merci encore une fois pour ton Merci à toi. intervention. Merci à tous, effectivement, de suivre ces interventions. N'hésitez pas à nous dire mais ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à suivre la page, poser toutes vos questions. Éventuellement, Sébastien se fera un plaisir, dès qu'il a le temps, évidemment, de peut-être pouvoir vous apporter une réponse. Et on se retrouve tout bientôt. La prochaine intervention portera sur prématurité et TDAH avec ma collègue Géraldine Maigret. Et donc, on se retrouve tout bientôt. Merci encore pour votre suivi et justement, à bientôt. Allez, Merci à tous. ciao.